Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositive 2017. Je suis Thomas Blosville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement, et je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV consacré au stockage d'électricité et en particulier aux batteries. Un plateau TV intitulé Stockage, les batteries à maturité, point d'interrogation. Parce qu'en 2016, plusieurs actualités ont animé le secteur du stockage. Des ouvertures d'usines, des nouvelles offres industrielles, des acquisitions d'entreprises. Et beaucoup de ces actualités concernent les batteries lithium-ion, mais pas uniquement. La société Chemoat nous parlera d'une autre technologie. Le stockage est souvent présenté comme une pierre importante du futur de la transition énergétique. Alors aujourd'hui, est-ce que les technologies arrivent à maturité? Comment se positionne la France? Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain de la transition énergétique? Pour en parler avec moi, j'ai Marion Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service stockage et système électrique intelligent du CEA à l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire. Tout à fait. Et François Hubert, bonjour. Vous êtes président de la toute jeune société Chemoat, justement, et qui nous parlera un peu plus de son offre. En Marion Perrin, peut-être pour planter un peu le décor pour commencer, quand on pense stockage, on pense souvent batterie, et quand on pense batterie, on pense souvent lithium-ion. Est-ce que le lithium-ion aujourd'hui est une technologie arrivée à maturité ? Alors en premier lieu, en matière de volume de marché, il faut quand même repositionner ça dans son environnement, c'est-à-dire que le marché du stockage, à l'heure actuelle, en batterie, c'est 75% de plomb. Les batteries au plomb. Encore maintenant, pour le démarrage dans les véhicules, c'est une chose, et puis en stationnaire pour tout ce qui est sécurisation. Donc la technologie qui a vraiment le vent en poupe, c'est-à-dire que le plomb reste sur une stagnation, on va dire, des niveaux de vente, et puis le lithium-ion présente une croissance assez phénoménale. Et donc oui, le lithium-ion arrive à maturité. C'est une technologie qui a été mise la première fois sur le marché en 82. Pendant plus de 20 ans, on a été plutôt sur de l'incrémental et sur des marchés assez faibles, dans des applications exclusivement portables. Et puis maintenant, les volumes du véhicule électrique aidant à la réduction de coûts et aidant au volume, on arrive à une belle maturité et aussi à des coûts très intéressants qui nous permettent maintenant de la voir apparaître aussi dans les applications stationnaires. Donc maturité technologique et économique. C'est ça, c'est qu'on a les deux qui convergent grâce à deux marchés auxquels elle répond, cette techno. Un marché mobile, donc dans le véhicule électrique, c'est là où on a les plus gros volumes, et un marché stationnaire qui apparaît grâce à ces réductions de coûts sur des applications plutôt typées puissance et de stabilité de réseau. Donc sur le réseau électrique, là, principalement. Pour fournir des services. Absolument. Est-ce que l'autoconsommation photovoltaïque dont on parle de plus en plus peut faire décoller encore plus la demande, peut être un catalyseur pour cette technologie-là ou... Alors, oui, effectivement, ça peut en être un. Je pense que si on prend l'exemple de l'Allemagne, il y a eu quelques dizaines de milliers de véhicules électriques vendus et il y a eu plus de 40 000 systèmes d'autoconsommation avec batterie. Donc, en fait, la capacité installée en batterie lithium-ion, elle est aussi grande en stockage stationnaire qu'en véhicule. Alors, ce n'est pas le cas partout, parce que dans ce pays particulièrement, ça a été aidé et incité, mais il y a une appétence depuis les annonces de Elon Musk et de Tesla, et même depuis avant, chaque personne qui s'installait du photovoltaïque sur son toit aspirait à consommer lui-même l'électricité qu'il générait. On lui répondait jusqu'à maintenant, c'est pas le modèle d'affaires le plus rentable, donc revendez tout au réseau. La première voie vers l'autoconsommation, c'est d'adapter sa consommation au moment de sa production, mais la deuxième voie pour maximiser cette autoconsommation, c'est bien d'ajouter un stockage qui peut en plus apporter des services de sécurisation et des services divers. Donc oui, l'autoconsommation du particulier, même si c'est un segment qui ne se caractérise pas par une rentabilité évidente à très court terme, est un segment en croissance et dans lequel je suis persuadée que le marché est assez balbutiement. En technologie à maturité, pour autant, est-ce qu'il y a encore des axes de recherche et des besoins d'innovation
Alors oui, ils sont nombreux, hein. Je les vois d'au moins deux natures. La première chose, c'est la technologie lithium-ion n'est pas intrinsèquement sûre, c'est-à-dire qu'elle a un électrolyte organique qui peut prendre feu si on la met dans des domaines de fonctionnement qui sont défavorables. Alors, je pense particulièrement à la surcharge. Donc on a eu quelques exemples de techno-lithium-ion dans des téléphones portables qui nous desservent. Donc plus de sécurité et plus de précision dans le design est appliquée à des solutions stationnaires. Toutefois, une des pistes qui est vraiment sur l'électrochimie, la technologie, c'est de faire des batteries lithium-ion intrinsèquement sûres. Donc ça, c'est avec des électrolytes solides ou des choses comme ça. Par exemple, la technologie lithium-métal polymère de Bolloré, qui est un fabricant français pour le coup, peut être une voie. Et donc ça, c'est l'une des pistes d'innovation possibles sur le lithium-ion. La deuxième, elle est vraiment sur la partie mise en système. C'est-à-dire que les éléments batterie, ça nous fait un système courant continu. Ils font leur réduction de coûts grâce au véhicule. Et derrière, il y a toute la partie conversion et gestion pour le mettre dans un bâtiment. Et cette partie système représente une grosse fraction du coût du système complet, c'est plus de 50%, 60, 70, et d'autre part représente une grosse partie de la perte d'énergie qu'on peut avoir. Et on ne perd pas de l'énergie dans la batterie, on perd de l'énergie dans la conversion. Donc ce sont vraiment deux grosses voies, et nous à l'INES, nous focalisons vraiment sur la partie système. Système. Donc, pour des applications dans le bâtiment particulièrement ou pour les applications stationnaires, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire régulation de fréquence, c'est-à-dire stockage d'énergie plus long terme, et oui, avec le lithium-ion, mais avec d'autres technologies aussi. Alors vous, chez Chemwatt, vous n'êtes pas sur la technologie lithium-ion? Non, pas du tout. Vous positionnez sur une technologie un peu différente, donc les batteries qu'on appelle Redox Flow. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est cette technologie? Alors une batterie Redoxflow, c'est un peu particulier. Une batterie conventionnelle, finalement, c'est une boîte dans laquelle on va stocker l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Une batterie redox, c'est un petit peu différent. Vous avez un convertisseur qui va correspondre à l'idée qu'on se fait d'une batterie. Puis après, vous avez des réservoirs extérieurs dans lesquels on va stocker des liquides, des électrolytes. Et on peut donc faire varier la quantité d'électrolytes comme on veut. Donc c'est des batteries qui ont un gros avantage à partir du moment où on veut stocker une grande quantité d'énergie. Donc par exemple, si on veut stocker l'énergie d'un parc photovoltaïque, on va mettre un convertisseur qui va correspondre à la puissance de ce parc. Et puis après, on va mettre la quantité de liquide qu'on veut en fonction du nombre d'heures de production qu'on va vouloir stocker. Donc ça, c'est un avantage par rapport aux batteries classiques, qu'elles soient lithium-ion ou plomb. Parce qu'on va avoir, au lieu d'avoir une boîte, et puis après il faut rajouter d'autres batteries si vous voulez stocker plus d'énergie, nous on va juste rajouter plus d'électrolytes. Vous découplez la capacité en puissance et la quantité d'énergie que vous stockez. C'est exactement ça. Et d'autres atouts, et à quel stade vous en êtes de votre développement de technologie? Alors, il y a plusieurs atouts, hein, notamment là on parlait de sécurité. C'est vrai que là vous allez avoir un convertisseur qui est sans arrêt baigné d'un flux d'électrolytes liquides. Donc on a des batteries qui intrinsèquement ne sont pas du tout prédisposées à l'incendie. Il faut vraiment faut y aller au lance-flamme pour les faire brûler. Mais le plus gros avantage, en dehors de la capacité à découpler la puissance et la capacité, c'est la durée de vie. Parce que, contrairement à une batterie classique, les réactions chimiques se produisent uniquement dans l'électrolyte. Et donc, c'est des batteries qui sont beaucoup plus facilement réversibles. Les électrodes sont juste utilisées pour envoyer le courant. Elles ne sont pas utilisées dans le cycle. Donc, elles ne se dégradent pas, et en particulier avec notre chimie. Donc, c'est des batteries qui peuvent durer très très longtemps, et potentiellement aussi longtemps que les systèmes sur lesquels elles sont branchées, avec une dégradation de performance très très faible. Et pour revenir à la question du développement, donc nous on a été créé il y a un peu plus de 2 ans, suite à des années de recherche d'un laboratoire public. Et on a donc démarré avec une preuve de concept en laboratoire, hein, quelque chose qui pourrait tenir sur la table. Et aujourd'hui, donc, vous mentionniez le prototype qu'on a fait l'année dernière. Donc on a fait une machine à taille industrielle à 10 kW. Donc aujourd'hui, dans notre chimie, dans ce type de batterie redox particulier, qui est la seule machine au monde de cette taille-là. Et là, on est en train de faire un démonstrateur d'une puissance plus importante, de 30 kW, même si ça reste toujours des puissances relativement faibles, hein, par rapport aux applications industrielles où on prévoit d'aller jusqu'au mégawatt. Et ce démonstrateur, lui, sera containerisé
et il sera mis en démonstration dans des sites, peut-être au CEA, chez des clients, etc. À quelle échéance, prochain démonstrateur? Le démonstrateur qui est en construction là, va être en cours de test dans les mois qui viennent, donc on va essayer de le déployer sur site dans la deuxième partie de l'année. Il y a d'autres sociétés en France ou dans le monde qui se positionnent sur cette technologie? Alors en France non, dans le monde il y a un peu plus d'une trentaine de sociétés. La plupart sont orientés sur les technologies classiques de batterie redox, c'est-à-dire avec des électrolytes qui font appel à des chimies en milieu acide pour dissoudre des métaux ou des halogènes. Donc c'est des batteries qui existent depuis quelques dizaines d'années, mais qui posent vraiment des gros problèmes de mise en œuvre. La chimie sur le papier est bien, mais c'est vraiment un problème de mise en œuvre dans le matériel, avec des problèmes de fiabilité, de fuite, de sécurité, d'atteinte à l'environnement. Et justement, nous, on travaille avec... on doit avoir 4 ou 5 concurrents dans le monde qui travaillent sur cette chimie-là. Nous, on travaille sur une chimie particulière de molécules organiques en milieu alcalin, donc qui est beaucoup moins agressive pour le matériel, et puis qui présente aussi d'autres avantages, notamment le fait qu'au lieu de travailler sur un seul élément, on a des familles de molécules, donc on a des potentialités beaucoup plus importantes pour le développement de la technologie par la suite. Et puis on a aussi la potentialité d'avoir des électrolytes biodégradables, ce qui est quand même un avantage aussi assez considérable. D'accord. Marion Perrin, on voit qu'il y a quand même différentes technologies encore dans les laboratoires publics ou chez les entreprises qui se développent. Alors, vous qui avez une vision peut-être un peu transversale des différentes technologies, comment va se faire la sélection naturelle, j'ai envie de dire, entre ces différentes technologies? Par deux vecteurs qui sont le coût et la fiabilité, hein, bien sûr. Alors, et aussi par les besoins applicatifs. Donc déjà, de manière générale, il n'y a pas la batterie miracle qui va répondre à la totalité des besoins de toutes les applications du stockage d'électricité. Alors, il y en a qui vont réussir plus rapidement que d'autres leur réduction de coûts parce qu'elles adressent des volumes de marché qui arrivent plus ou moins tôt à maturité, c'est-à-dire qu'actuellement les besoins en stockage stationnaire, ils sont de deux natures, ou les gros marchés du stockage stationnaire, ils sont de deux natures. Ils sont dans les pays, on va dire, développés d'une nature plutôt, je participe à la régulation de fréquences sur les réseaux d'électricité, sur les marchés de l'électricité, et donc là, pour une technologie plus typée vraiment puissance. Et puis, le gros marché qui est assez dispersé, c'est aussi celui de l'électrification rurale ou de l'électrification des sites isolés. Je pense aux mines, donc ça sont de gros systèmes, ou de plus petits systèmes sur des villages. Le continent africain est un marché potentiel gigantesque où les 1,8 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité y aspirent, et ça va leur permettre de se sédentariser loin des villes. Donc ce marché-là, à l'heure actuelle, il est plutôt alimenté par des solutions typées énergie bas coût, et à l'heure actuelle c'est de la batterie au plomb qui a de nombreux avantages de mise en œuvre, quelques inconvénients. Déjà, c'est une batterie au plomb, et puis d'autre part, elle reste coûteuse, liée au prix d'un matériau plomb. Alors coûteuse, tout est relatif, et donc sur ces applications plus typées énergie, il me faut 2 jours d'autonomie, 3 jours d'autonomie, et non pas beaucoup de cyclage en une journée, des technologies plus semblables au redox à circulation, qui est plus une technologie, on va dire, robuste et d'assemblage. Je peux peut-être mettre mes tuyaux moi-même, mes pompes, et donc un peu moins évolué, peut avoir vraiment un intérêt. Donc le coût, la facilité de mise en œuvre et la fiabilité, et puis les retours d'expérience, parce que c'est ça qui donnera confiance aux investisseurs, à ceux qui vont avoir besoin des batteries parce qu'ils ne les comprennent pas nécessairement bien. Alors justement, chez Chemoat, vous nous avez parlé d'un peu des atouts intrinsèques de votre technologie. Comment vous positionnez par rapport aux autres types de batteries? Je pense au lithium-ion, mais on a évoqué le plomb. Voilà. Comment vous vous positionnez? En fait, l'idée c'est toujours de trouver des segments de marché vraiment bien adaptés à la technologie par rapport aux autres technologies, évidemment. Alors, le lithium-ion aujourd'hui est une technologie mature qui est utilisée pour des applications finalement où on stocke assez peu d'énergie. C'est-à-dire qu'on va stocker une demi-heure, 1 heure, 2 heures d'énergie, puis après la batterie est pleine. Donc aujourd'hui, il y a énormément
ventes qui se font sur ce type d'application, comme disait Marion Perrin, sur la régulation de fréquences dans les réseaux. Donc ça donne des volumes, mais ça donne aussi l'impression que c'est la seule application ou le seul marché ou que le lithium-ion a déjà pris toutes les places. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le développement des énergies renouvelables, il ne se fait plus parce que c'est des énergies propres, mais parce que ce sont des énergies compétitives. Et là, c'est-à-dire qu'on va avoir un déploiement des énergies renouvelables absolument massif, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et donc, une injection dans les mix énergétiques de quantité d'énergie intermittente considérable. Et là, il va falloir stocker beaucoup plus que ce qu'on avait d'habitude, c'est-à-dire stocker par exemple le pic de production solaire de milieu de journée pour le ramener en fin de journée au pic de consommation. Donc là, on parle de stocker plusieurs heures. Et dans certains cas, donc effectivement, dans l'électrification rurale, potentiellement stocker des dizaines d'heures. Parce que si on veut garantir la fourniture énergétique à un village, quelles que soient les conditions climatiques, à un moment donné, il faut vraiment stocker des quantités d'énergie considérables par rapport à la puissance installée. Donc là, il y a des marchés qui vont s'ouvrir, énormes, pour lesquels le lithium-ion n'est pas forcément la solution la plus adaptée. Alors, on comprend bien qu'il y a des caractéristiques différentes d'une technologie à l'autre qui permettent de cibler des marchés différents. Justement, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les marchés que vous ciblez, court, plutôt moyen terme Alors, à court terme, le marché qu'évoquait Marion Perrin, vraiment l'électrification de villages en Afrique, c'est un vrai sujet parce que les batteries au plomb, par exemple, ne sont pas recyclables en Afrique. Elles le sont quand il y a une filière de recyclage, mais en Afrique, ces filières n'existent pas forcément. Les batteries au lithium-ion ne sont pas forcément adaptées parce qu'elles fonctionnent très mal à haute température. Donc il faut apporter de l'air conditionné. Donc il y a différentes contraintes de maintenance. Donc ça, c'est un marché immédiat pour nous. Ça paraît vraiment bien adapté à notre solution et il y a une demande forte à l'instant T. Après, dans les marchés de stockage d'énergie, dans les économies avancées, où vraiment, là, on est sur des réseaux matures, ce sera sans doute des solutions beaucoup plus sophistiquées qu'il va falloir co-développer avec les acteurs de ces marchés-là. Donc pour nous, c'est un marché très intéressant aussi, mais plutôt à moyen terme, parce qu'il va d'abord falloir développer les solutions avant de les mettre en place. D'accord, alors on n'aura pas le temps de balayer tous les cas d'application possibles, mais en conclusion, peut-être pour réélargir encore un peu le contexte, est-ce que vous pouvez nous positionner ces technologies-là par rapport à d'autres moyens de stockage Alors, quand on va parler stockage de l'énergie, déjà on peut stocker de l'énergie thermique ou du gaz ou de l'électricité. Et là, on parle des moyens qui nous prennent un électron et qui nous rendent un électron. Et dans ces moyens qui nous prennent un électron et redonnent un électron, il y a le stockage électrochimique incluant les supercondensateurs, incluant le vecteur hydrogène. Donc je produis de l'hydrogène et je le réutilise dans une pile à combustible. Et puis incluant des moyens qui sont plus de nature mécanique. Donc soit par volant d'inertie, je stocke de l'énergie cinétique dans une roue qui tourne. Il y a une fabrication française qui vient de s'ouvrir dans la région de Troyes de l'entreprise Levicis. Et donc ça c'est une très belle technologie pour ces applications typées puissance. Donc il faut qu'ils réussissent leur réduction de coûts et ils seront tout à fait compétitifs parce qu'ils ont des nombres de cycles absolument faramineux. Et puis dans les stockages aussi mécaniques, il y a l'énergie potentielle, c'est-à-dire je pompe de l'eau dans des barrages, j'ai un lac en bas, un lac en haut et je repompe l'eau du lac bas vers le barrage quand j'ai de l'énergie en excès, et on en a déjà 400 gigawatts d'installés à travers le monde. C'est la technologie la plus déployée sur les réseaux d'énergie. Toutefois, le nombre de sites où on peut faire ces barrages est quand même assez limité, même si par exemple même en France, je pense à Sener, des entreprises s'intéressent à cette solution. Je pense aussi à monsieur Denis Père qui propose un tel système où il y a un stockage bas, un stockage haut qui sont plutôt de forme de béton mis en dessous de parking et qui ont des gros contenus locaux. Et donc ça, c'est plutôt du stockage de grosses quantités d'énergie donc peut-être moins flexible à déployer. Ça ne s'envisage pas pour l'autoconsommation du particulier, par exemple. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit qu'on arrive au stade industriel et avec une diversification des technologies. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci à vous. Merci.